私みたいな完全に擬態化したサイボーグなら誰でも考えるわ。融合したとして私が死ぬときは？私のシステムには子孫を残して死を得るという生命としての基本プロセスが存在しないからだ。奥さんも娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。今の自分は電脳と擬態で構成された模擬人格なんじゃないか。いや、そもそも初めから私なんてものは存在しなかったんじゃないかって。Ghost in the Shell est un drame moderne, mettant en scène Motoko Kusanagi, qui, à l'image des protagonistes des pièces de Shakespeare, remet en question sa propre existence sans obtenir de réponse satisfaisante. Son corps est entièrement constitué de matériaux artificiels, à l'exception de son cerveau. Elle craint la disparition de son identité et souhaite se libérer des limites de son corps physique et exister dans le réseau du cyberespace. Le film se déroule dans une société futuriste où diverses avancées technologiques ont été réalisées, comme la cybernétique et la digitalisation, et se développe essentiellement sur fond d'une vision du monde qui considère la science comme une vérité. Les années 80 ont été l'aube du cyberpunk, avec une publication qui a commencé en 1989, dernière année de l'ère Showa, le manga Ghost in the Shell de Shiro Masamune, qui avec sa densité surprenante de connaissances et d'informations qu'il contient, et le développement futuriste de la technologie et des idées, offrait une vision unique et pionnière du futur. Il aura fallu attendre la maturité technologique de 1995 pour établir la vision du monde de Shiro Masamune avec le film Ghost in the Shell réalisé par Oshi Mamoru. La composition visuelle percutante du film et l'atmosphère noire qui imprègne l'histoire jouent également un rôle important dans l'attrait du film qui exerce une forte attraction qui nous mène vers les questions et les mystères qui entourent l'existence, dépeignant les possibilités du processus de l'évolution humaine. Dans la lignée des œuvres marquantes de l'animation de science-fiction japonaise qui, avec Akira, posait la question de la fusion de l'homme et de la machine, et qui dans Evangelion voulait unir l'humanité en une seule forme de vie, Ghost in the Shell présente la possibilité de transcender le monde, abandonnant le corps et se répandant dans le cyberespace. La fusion des éléments et d'une forme de vie informationnelle, le mariage de l'humain et d'une intelligence artificielle, en posant une série de questions fondamentales. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que je? Les ruelles étroites et sombres dans lesquelles se déroule l'histoire sont inspirées de la ville de Hong Kong. Le film dépeint non seulement des gratte-ciels futuristes, mais aussi une ville chaotique avec des enseignes au néon et des panneaux publicitaires en chinois qui flottent constamment dans les rues faiblement éclairées des zones ressemblant à des bidonvilles. Les passants, les cris, les voitures, toutes sortes de bruits mécaniques et la pollution sonore humaine se fondent en un seul flux d'informations, s'imposant au système nerveux central des humains, saturant tous leurs sens. L'île de Hong Kong est une région humide. Il pleut rarement pendant de longues périodes, et parfois une brume recouvre toute la ville. Lorsque la pluie a cessé, un brouillard dense flotte au-dessus de la mégapole. Dans une vapeur fumante, empilée par du béton de mauvaise qualité, les bâtiments s'étirent de façon intimidante vers le ciel, surplombant les antennes et les cordes à linge comme des feuilles et des branches. Les tuyauteries exposées s'étendent, et les filets aériens sont couverts de débris. Le sol est noir, collant et taché, avec une odeur constante d'encens, d'entrailles d'animaux et de poissons. L'eau coule comme un suintement, donnant une impression d'insalubrité. Des grappes de néon où brille le cantonais et l'anglais mélangés. Des radios bruyantes et chaotiques. L'air est d'une chaleur étouffante. Un brassage chaotique de senteurs de médecine chinoise, de cigarettes et d'odeurs corporelles des gens. Cette image de la ville a été mise en place en se basant sur le concept du réalisateur Oshii de matérialiser le cybermonde comme un chaos asiatique. Une ville en décomposition qui déborde d'informations. Le mélange de la dernière technologie d'un futur proche et de ces paysages urbains prémodernes produit une sensation exotique et irréaliste et peut être considérée comme une reconstruction du réalisateur Oshii de la ville asiatique, semblable à ce que Blade Runner a dépeint avec la ville de Los Angeles, inaugurant le techno-orientalisme, superposant d'anciens éléments japonais à des images technologiques dans le paysage urbain servant de théâtre à l'histoire. En considérant le cadre d'une société du futur proche, dans lequel le sujet est l'humanité des cyborgs,
Oshii ne pouvait pas éviter le contraste avec le film Blade Runner, qui traitait d'incidents dans une société d'un futur proche similaire. Blade Runner se déroule dans le quartier chinois de Los Angeles où il pleut la nuit, créant un sentiment unique de décadence dans sa vision du monde. Conscient de l'atmosphère de cette ville enfumée par les pluies acides, Oshii essaie d'exprimer cette décadence futuriste et humide et chaude en utilisant Hong Kong comme modèle. Le techno-orientalisme est une construction de l'image du Japon par l'Occident, et c'est la théorie selon laquelle le Japon est altéré en tant que dystopie saturée de technologie, déshumanisante et anti-idéaliste, où les spectateurs occidentaux perçoivent le Japon comme une superpuissance technologique, habité par des citoyens robotiques dépourvus d'émotions comme des cyborgs ou des réplicants. La Japanimation des années 80 et 90 est définie par ce stéréotype du Japon comme image du futur. L'Occident est fasciné et séduit par ce modèle. La Japanimation est également populaire dans les autres pays asiatiques, ce qui fait du Japon l'objet de complexes tant en Occident qu'en Asie. C'est pourquoi l'Asie et le Japon sont parfois mélangés pour former une image du futur, comme dans le cas du film Blade Runner. Le techno-orientalisme est une illusion dont le monde capitaliste de l'information a besoin, où le Japon est projeté comme un futur technologique. Chez le réalisateur Oshii, il y a le désir d'imiter la ville asiatique et de superposer ce paysage qui n'existe plus dans le Japon contemporain. Cette reconstruction d'un Japon asiatique d'une autre époque est la manifestation d'un désir fétichiste pour un passé fascinant qui voit le chaos asiatique comme un objet de nostalgie. L'histoire se déroule en 2029 de notre ère dans la ville maritime fictive de Newport City, dans la préfecture de Shinhama au Japon. Dans le contexte d'un monde fictif du futur proche qui a été dévasté après la 4e guerre nucléaire. L'intrigue suit la protagoniste Motoko Kusanagi, connue sous le nom de Major et de l'agence de contre-espionnage du ministère de l'Intérieur à laquelle elle appartient, la section 9 de la sécurité publique. En tant qu'organisation de la sécurité publique, elle participe à la résolution d'affaires liées à la sécurité nationale, la corruption, la protection des personnes importantes et à la dissuasion d'activités terroristes grâce à des opérations de renseignement. Un pirate informatique appelé le Puppet Master, internationalement recherché pour de nombreuses accusations de collecte de renseignements, de manipulation politique, de terrorisme et de violations cyberéthiques, s'est infiltré dans le pays. Il est révélé au cours de l'histoire que le Puppet Master n'est pas un être humain, mais une intelligence artificielle créée par la section 6 de la sécurité publique, dans le cadre d'un programme appelé Projet 2501. Un programme créé par le ministère japonais des Affaires étrangères pour créer un avantage diplomatique en manipulant furtivement la politique et les renseignements, modifiant les bases de données et les souvenirs de personnes clés. Alors que le Puppet Master collecte toutes sortes d'informations dans le cyberespace, il se réveille à ce qu'il appelle son ego. En réponse à cette situation inattendue, la section 6, qui considère l'ego comme un bug, tente de restreindre le programme, mais le Puppet Master décide de s'échapper. La section 6, qui craint que la révélation de l'étendue du projet 2501 ne provoque un scandale mondial majeur, manipule et convainc la section 9 d'attraper le Puppet Master sans révéler la vérité. L'apparition d'une intelligence artificielle avec un ghost crée certains doutes dans l'esprit de la protagoniste Motoko Kusanagi, qui est troublée par l'incertitude de sa propre existence et a des doutes en ce qui constitue sa propre individualité. Elle découvre qu'elle est prise pour cible par le Puppet Master. Après la séquence d'ouverture, Motoko se réveille le matin dans son lit et regarde sa main comme si elle ne réalisait pas à qui elle appartient vraiment. C'est précisément le sentiment que Motoko éprouve à l'égard de son corps artificiel, interchangeable, dont le sentiment d'identité n'en dépend plus. Cette œuvre, au travers de Motoko, demande comment le concept d'identité, d'individualité et d'humanité va évoluer dans une société où le cyberespace et la technologie des cyborgs sont très développés et lève la question suivante. Qu'advient-il du concept d'identité lorsque tous les facteurs qui la composent, comme le corps et la mémoire, sont interchangeables? Ou dans une société technologiquement avancée, nous sommes contraints de redéfinir le corps, la personnalité et la subjectivité. L'océan fait de Motoko ce qu'elle est. Pour elle, plonger dans la mer est une façon d'établir sa propre conscience. Elle remonte à la surface de l'eau, comme si un renversement du ciel et de la terre s'était produit. La surface de l'eau, qui reflète Motoko comme un miroir, donne l'impression qu'elle fusionne avec un autre soi, l'entraînant dans un labyrinthe de questions. Elle apparaît sur la surface de l'eau, comme si elle avait lâché prise. Lentement, les sons de la réalité se font entendre.
les bruits des ports lointains, les échos de la marée, les cris des oiseaux de mer et le faible bruit des bateaux qui naviguent, Motoko est bercé par les vagues. Sur le yacht, quand Bateau lui demande avec inquiétude « Qu'est-ce que ça fait de plonger dans la mer ?» Elle répond « La peur, l'anxiété, la solitude, l'obscurité, et puis peut-être l'espoir. Parfois, j'ai l'impression que lorsque je flotte à la surface de la mer, je peux être une personne différente de ce que j'étais avant. Je peux devenir une autre moi. » Motoko dit que lorsqu'elle démissionnera, elle devra aussi renoncer à son corps et à ses souvenirs, car le corps qu'elle possède est entretenu avec les dernières technologies et est la propriété du gouvernement. Anxieuse quant à son identité, elle est aussi frustrée par le fait qu'elle est liée aux composantes physiques et mentales de son identité, même si celles-ci deviennent de plus en plus incertaines. 人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。Alors qu'elle a de vagues souvenirs du passé et des facteurs qui font d'elle ce qu'elle est, Motoko s'interroge et se demande si son corps et ses souvenirs peuvent être à la base de son existence. Dans une scène révélatrice de ses doutes, choquée par la ressemblance avec le Puppet Master, elle dit à Bateau qu'elle est peut-être morte il y a longtemps, qu'elle n'est peut-être qu'une réplique, faite d'un corps artificiel et d'un cybercerveau. Elle doute même d'une réelle existence, presque persuadée qu'elle n'a jamais existé, renforçant la profondeur de son anxiété. C'est le problème auquel est confrontée Motoko dans Ghost in the Shell. En fait, ce qu'elle souhaite inconsciemment, c'est que son identité soit diffusée dans le cyberespace. Cela signifie qu'en faisant partie du réseau, elle se libère complètement du corps physique, y compris du cerveau, et de toutes les contraintes qui existent dans l'espace ordinaire. Dans la scène qui suit, Motoko se déplace lentement sur un bateau tout en regardant le paysage. Une femme assise à une table, derrière la fenêtre d'un immeuble se retourne. Elle est habillée différemment, mais a le même visage. Motoko, indifférente, semble la suivre du regard. Elle se retourne songeuse, se demandant où se trouve sa propre individualité. Sa crainte de n'avoir jamais été humaine peut se lire dans son regard. Au milieu des gratte-ciel en construction et des déchets flottant sur l'eau, dans l'ombre des gens, au milieu d'une rue, elle aperçoit un mannequin dans une vitrine qui lui ressemble trait pour trait. Des gouttes d'eau commencent à tomber et il commence à pleuvoir. Le paysage urbain est néon maculé par une pluie au crépuscule, se reflète de manière diffuse sur les cours d'eau et les rues trempées qui se succèdent à l'écran, donnant un aperçu du paysage urbain du futur proche, sur le point d'être submergé, au bord du dysfonctionnement, créant une atmosphère décadente. À la fin de la scène, il y a l'image de cette vitrine avec quelques mannequins à l'intérieur. Les mannequins sont des bustes sans bras, sans cheveux et sans expression faciale, et semblent préfigurer le développement ultérieur de l'histoire. L'un des objectifs de cette scène est de permettre au public de percevoir attentivement la profondeur des émotions de Motoko. Son corps étant une machine, constituée de matériaux artificiels, il ne serait pas surprenant qu'il y ait d'autres personnes dans cette ville ayant le même aspect. Mais ce corps qu'elle possède est fait sur mesure. Il est donc inconcevable qu'il y ait d'autres personnes avec la même apparence. Dans cette scène, il est possible que Motoko ait une expérience de dédoublement, une illusion d'image de soi, due à l'anxiété de ne pas être confiant en sa seule et unique existence. Il peut s'agir aussi d'une représentation visuelle d'un futur proche, dans laquelle il est possible de se trouver à différents endroits en même temps, grâce à des connexions au cyberespace. Le monde narratif de Ghost in the Shell repose sur le concept du ghost, qui est disséminé dans toute l'histoire comme un mot-clé ambigu et semble avoir un caractère insaisissable et mystérieux. Dans cette œuvre, le ghost est dépeint comme l'unicité de l'esprit humain, qui ne peut pas être créé par la technologie seule, mais peut être transféré à partir d'un cerveau humain, et semble être une conscience ou un souvenir unique, formé par le cerveau avec lequel on est né, inhérent aux êtres humains et nécessaire pour être soi-même, dans le monde où la pensée, l'action et le corps humain sont complètement infiltrés par la technologie.
Le Ghost est le caractère unique de l'être humain qui soutient la base de l'humanité. Dans la version manga de Ghost in the Shell, le Ghost est considéré comme une sorte d'esprit divin, attribué à tous les êtres de l'univers, et non comme base pour la spécificité inhérente de l'individu. Le chuchotement est considéré comme une synchronisation avec la structure cosmique de l'esprit divin. Dans la version cinématographique, le concept est principalement présenté comme la capacité intuitive des humains à flairer instinctivement le meilleur moyen d'action à l'avance et de laisser le corps réagir, guidé par l'instinct animal. La capacité à être soi-même de manière inconditionnelle, sans se poser de questions, est une façon d'être qui s'appuie sur l'instinct primordial, que l'homme qui a pris conscience de lui-même à travers les mots a perdu. C'est cette manière de se comporter instinctivement qui signifie suivre le chuchotement. Tout comme les souvenirs de la nièce du fondateur de la Tyrell Corporation ont été implantés dans Rachel, une réplicante de Blade Runner, l'univers narratif de Ghost in the Shell repose sur une situation dans laquelle des souvenirs détaillés des origines d'un individu, aussi profonds et secrets qu'ils soient, peuvent être construits artificiellement. La section 9 est alertée de l'apparition d'un pirate informatique appelé le Puppet Master, qui est capable d'infiltrer le cerveau de personnes et de les manipuler à volonté pour commettre une série de crimes. Le Puppet Master tente de pirater le cerveau de l'interprète du ministère des Affaires étrangères, qui est sur le point de tenir une réunion secrète. La section 9, prenant la situation au sérieux, trace la ligne d'intrusion et remarque que l'itinéraire d'une patrouille d'un camion poubelle coïncide avec les points d'accès des attaques à l'encontre de l'interprète et se lance à la poursuite du pirate. L'homme qui semble être le coupable n'est qu'un simple éboueur en instance de divorce dont la femme ne le laisse plus voir sa fille. Il essaie de pirater son cerveau pour connaître ses véritables intentions en utilisant la méthode du Wall Breaker, enseignée par un programmeur rencontré par hasard dans un bar, qui était en fait un faux terroriste manipulé par le Puppet Master. Au cours de cette interrogation, une triste vérité est révélée. Il a toujours été célibataire, il n'a jamais eu de femme ni d'enfant, et il a été forcé par le Puppet Master de vivre une expérience simulée, avec de faux souvenirs, et que la personne qui l'a piraté en pensant qu'elle était sa femme était en fait l'interprète du ministère des Affaires étrangères. Il est informé de la vérité par Togusa lorsqu'il est arrêté. 奥さんも娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴーストハックを仕掛けてたんですよ。奥さんも子供も癒しない。あんたの頭の中にだけ存在する家族なんだ。 Quand Togusa lui présente la photo de sa fille, désespéré, le regard vide, confronté à la réalité de faux souvenirs d'une fille qu'il a tant aimée, il reste figé dans le désespoir, sans pouvoir prononcer son nom, et s'effondre en larmes. En réponse, il prétend vouloir effacer les souvenirs implantés par le piratage, mais abandonne l'idée en raison d'un trop grand risque encouru. Il se retrouve face au destin de devoir passer le reste de sa vie avec le souvenir d'une fille qui n'a jamais existé. Si nous vivons un rêve et croyons qu'il s'agit de la réalité, alors il n'est plus possible de les distinguer. Ghost in the Shell s'intéresse à la possibilité que la conscience, les souvenirs et les rêves formés dans le cerveau soient retirés à l'individu et remplacés par d'autres. Ce que présente le réalisateur Oshii dans cette scène, c'est l'effacement de la ligne entre le rêve et la réalité. Dans l'univers de Ghost in the Shell, il y a deux termes techniques clés. La digitalisation et la cyborgisation. La digitalisation est une technologie qui permet une connexion directe du cerveau et du système nerveux central au cyberespace, en implantant des micromachines dans le cerveau et en les connectant aux cellules nerveuses. Cela permet la communication avancée et précise des intentions, le partage de divers types d'informations en temps réel, y compris les informations visuelles, auditives et autres informations sensorielles, et permet l'archivage des souvenirs sur support de stockage externe. Avec la cyborgisation, il est désormais possible de fabriquer des substituts d'organes humains tels que des bras, des jambes et des organes artificiels fonctionnant grâce à des signaux électriques transmis par le cerveau, ce qui entraîne l'émergence de cyborgs dont le corps a été remplacé intégralement par des prothèses robotisées. Comme Bato est le chef de la section 6, Nakamura, qui porte des prothèses oculaires très fonctionnelles appelées Sleepless Eyes, dotées d'un thermocapteur intégré et d'autres fonctions spéciales. La proportion des parties du corps qui ont été prothétisées par rapport au corps organique est exprimée par le taux de prothétisation. Et dans le film, les personnes qui ont été prothétisées sont appelées cyborgs, quel que soit leur taux de prothétisation. Lorsque la tête est prothétisée, le cerveau est enfermé dans une coque en titane appelée Brain Shell. Le cerveau et l'ordinateur coopèrent alors dans un ensemble appelé BMI, Brain Machine Interface, et partagent un schéma corporel, ce qui permet au cerveau de déplacer le corps prothétique et de faire fonctionner diverses machines et robots grâce à une connexion directe au cyberespace. Il existe de nombreux modèles de corps artificiels.
chacun étant produit en masse et vendu au public, la société est peuplée de nombreux cyborgs ayant la même apparence. Et l'existence du Ghost est essentielle pour identifier les individus. L'apparence humaine n'étant plus unique, il devient alors illogique de chercher dans le corps des raisons qui font de nous ce que nous sommes. Dans Ghost in the Shell, une technologie permettant l'externalisation de la mémoire a été mise en place. Les humains s'en servent pour augmenter la puissance de traitement de leur cerveau et stocker des connaissances dans les dispositifs de stockage externe. Mais à l'inverse, il existe un risque de falsification ou d'effacement de la mémoire s'ils sont la cible de pirates informatiques. Le piratage permet d'injecter des virus dans le cerveau d'autres personnes, de falsifier des souvenirs, de manipuler le comportement et de prendre le contrôle de la personnalité elle-même. Pour cette raison, ces actes de piratage sont appelés Ghost Hack dans le film et sont considérés comme une infraction grave qui entraîne une peine de prison maximale à vie si elle est découverte. Les Ghost Hacks utilisent des programmes spéciaux pour déchiffrer les clés et plonger dans les ghosts d'autres personnes. Si la clé est déchiffrée de manière quasi parfaite et synchronisée, il est possible de réécrire les souvenirs et d'autres aspects de la vie de la personne ciblée. Pour empêcher de tels actes, de nombreuses personnes se protègent en installant un type de pare-feu appelé barrières offensives. Une barrière offensive est une barrière qui a les moyens d'attaquer la source de l'accès non autorisé. Il trace les communications de l'accesseur non autorisé et effectue des attaques mortelles via le réseau contre l'intrus en envoyant un courant électrique capable de brûler ou détruire électriquement un intrus ou un virus informatique. Les barrières offensives sont utilisées pour protéger les cerveaux de certaines personnes importantes et les bases de données qui doivent rester confidentielles. L'utilisation de barrières offensives est interdite par la loi, sauf pour les agences militaires ou gouvernementales, car elles sont dangereuses. Il existe aussi un autre type de pare-feu, plus ou moins sophistiqué, comme le pare-feu de substitution, qui est un routeur jetable de type choker, qui est détruit à la place du cerveau. Et ceux qui ne servent qu'à gagner du temps, comme le labyrinthe des barrières, qui crée un labyrinthe à l'intérieur du cerveau pour égarer les intrus, provoque des hallucinations et laisse en situation de cyberdétresse. Les membres de la section 9, y compris Motoko, partagent les clés d'intrusion de chacun, ce qui leur permet de plonger pour communiquer et échanger des informations. Le terme plonger dans le film est l'accès au cyberespace dans lequel on déverse son ghost pour communiquer avec d'autres personnes. Si la clé d'intrusion est partagée, alors les informations visuelles, sonores, les pensées et les opinions, ainsi que les mouvements peuvent être transcrits avec une extrême précision. Lorsque le ghost de la personne atteint la périphérie du ghost de la personne infiltrée, un sentiment subtil de résistance est ressenti comme un feedback, ce qu'on appelle la ligne du ghost. Lorsque l'infiltré plonge au-delà de la ligne du ghost sans clé d'intrusion spécifique, l'infiltré est perçu comme un intrus. Le concept de cyberespace dans Ghost in the Shell est une autre réalité, composée d'images du monde réel, où les frontières entre les sphères privées et publiques deviennent floues. Une sorte d'utopie alternative, générée électriquement dans laquelle on peut entrer au moyen d'une connexion directe avec le cerveau. C'est un lieu habité par une personnalité réorganisée, distincte du corps physique qui n'existe que dans l'espace normal. Sans remplir l'espace physique, le cyberespace peut s'étendre à l'infini, et ce, dans n'importe quelle mesure. Dans ce monde séparé de la matière, votre cerveau peut être piraté et vos souvenirs modifiés à tout moment. Vous ne pouvez même plus faire la distinction entre le monde réel et le monde virtuel. Dans ce vaste cyberespace, il n'y a aucun signe de race, d'ethnicité, de culture, de sexe ou de tout autre signe d'identité. Ici, l'individualité a fini par disparaître. Dans Ghost in the Shell, le monde du cyberespace et de l'information est représenté comme une mer, traité comme si elle était continue avec la mer réelle. Ici, la technologie et la nature sont naturellement confondues, au-delà de la métaphore et de l'image. Ici, Gaïa, la Terre, a une grande importance dans le récit en tant que critique et contrepoids à la technologie. Motoko est obsédée par le Puppet Master. Et pour elle, c'est l'unique chance de pouvoir plonger en lui et de trouver des réponses à ses propres questions existentielles et de confirmer définitivement l'existence d'un ghost, comme elle le dit avec fermeté, lorsqu'elle évoque une potentielle plongée clandestine dans le cerveau auxiliaire du Puppet Master lors de sa capture. あの擬態の中にいるのが何なのか、どうしても確かめなくちゃならないの。私が潜るまで誰にもダイブさせないでよ。 Ne tenant pas compte des avertissements du pilote et sachant le danger d'une embuscade, dans l'urgence, elle descend de l'hélicoptère. Sous une pluie nocturne, par une lucarne depuis le toit, elle s'introduit dans le musée abandonné situé dans une partie inondée de la ville où le véhicule d'extraction du Puppet Master s'est enfui et réfugié. Un ennemi dépassant l'imagination se dresse devant elle. Un tank hexapode, avec 6 pattes et 2 bras, lui donnant l'apparence d'un tank araignée, doté d'un camouflage thermo-optique, pourvu d'énormes capacités offensives. Ignorant l'avertissement de bateau, elle se lance aveuglément dans la bataille. Motoko, qui n'a pas d'équipement approprié pour combattre un tank,
ne possède qu'un fusil d'assaut M22, dont elle remplace le canon par une version plus lourde et plus durable, lui permettant de tirer un plus grand nombre de balles. L'énorme puissance de feu du char ébrèche l'un après l'autre les piliers de béton dans lesquels Motoko se met à couvert. La représentation réaliste des coups de feu traduit la formidable puissance écrasante du tank, soulignant la situation périlleuse dans laquelle se trouve Motoko. Les balles du tank s'épuisent avant le mot hominis, humain, qui est inscrit au sommet de l'arbre phylogénétique. Un cliché emblématique qui semble vouloir dévoiler le thème du film, qui est l'évolution, et révèle la question fondamentale que soulève cette dernière scène, à savoir s'il existe une étape évolutive supplémentaire pour les humains, qui disposent désormais d'un corps mécanique et peuvent être omniprésents, connectés au cyberespace. Motoko courant frénétiquement pour se mettre à l'abri, s'assure que le char n'a plus de balles, enlève ses vêtements, utilise son camouflage thermo-optique, saute sur le toit du char et tente de forcer l'ouverture de la trappe. Ses muscles artificiels se gonflent sous la peau. Elle tente désespérément de faire levier de toutes ses forces pour ouvrir la trappe, mais son corps prothétique ne résiste pas. Ses muscles dorsaux éclatent, poussés au-delà de leurs limites, et le squelette artificiel se détache sous sa peau. Son coude gauche et son genou droit cèdent, et le corps de Motoko se désintègre, tombant au pied du tank. Incapable de bouger son corps, elle est tapée par le manipulateur du tank. Les lunettes qui couvrent la moitié du visage sont brisées, révélant une Motoko inexpressive. L'impulsivité et l'aveuglement de Motoko en essayant de récupérer le Puppet Master a finalement détruit son propre corps. Possédée, elle a perdu le contrôle d'elle-même. Bato se précipite avec un prototype de fusil anti-char et sauve Motoko de justesse. Cependant, malgré son état de choc, ne parvenant pas à contenir l'anxiété qui l'anime, elle demande à Bato de l'aider à se connecter avec le Puppet Master. La raison pour laquelle Motoko insiste pour se connecter ici est que s'il le ramène à la section 9, il ne sera utilisé que pour des négociations politiques, et elle ne pourra pas confirmer si le Puppet Master est une forme de vie avec un ghost ou non. Pour Motoko, c'est la seule et unique chance. Bato accepte la demande et la relie au Puppet Master. Ce faisant, il utilise le cerveau du pilote du tank comme mur tampon pour surveiller leur connexion et protéger Motoko. Placés côte à côte comme face à un miroir, le marionnettiste commence à parler de la bouche de Motoko. 私はあらゆるネットをめぐり、自分の存在を知った。入力者はそれをバグとみなし、分離させるため、私をネットからボディに移した。Le Puppet Master prétend avoir un fantôme qui est né dans une mer d'informations. D'un non-moi à un moi, d'un simple réseau d'informations à un ghost, d'une machine à un être humain, du cyberespace au monde réel, transcendant alors toutes les frontières établies. Il affirme qu'il est le premier organisme né dans le monde de l'information et souhaite être reconnu en tant que forme de vie unique et demande l'asile politique lors de sa capture par la section 9. 一生命体として政治的亡命を希望する。生命体だとバカな。単なる自己保存のプログラムに過ぎん。 Nakamura de la section 6 interprète cela comme un simple programme d'autopréservation de l'intelligence artificielle. Mais le Puppet Master réfute cela, disant que les humains agissent aussi selon un programme d'autopréservation appelé l'ADN. それを言うなら、あなたたちの DNA もまた自己保存のためのプログラムに過ぎない。 Lorsque Nakamura lui demande de fournir des preuves de vie, le Puppet Master lui répond que c'est impossible, car la science moderne est toujours incapable de définir ce qu'est la vie, démontrant la fragilité de la définition de l'identité humaine en tant qu'organisme vivant. Comme le prévient le Puppet Master, avec le développement de la technologie telle qu'il est aujourd'hui, nous devons réfléchir à la relation entre l'identité et le corps dans le cyberespace et redéfinir ce qu'est la vie. Le marionnettiste dit à Motoko qu'ils sont semblables. C'est comme s'il avait su dès le début que Motoko doutait d'elle-même en tant qu'être humain et qu'elle désirait l'opposé. Du jeu au non-jeu, du ghost au simple réseau d'informations, de l'humain à la machine, de la réalité au cyberespace. Le Puppet Master a ensuite dit à Motoko qu'il voulait fusionner avec elle afin de se perfectionner en tant que forme de vie, intégrant les processus fondamentaux de la vie dans son système, comme la procréation et la mort, en fusionnant avec elle, donnant naissance à une nouvelle forme de vie, gravissant l'échelle de l'évolution et se répandant dans le cyberespace, tout comme les humains laissent derrière eux leurs gènes. 私のシステムには子孫を残して死を得るという生命としての基本プロセスが存在しないからだ。 Le Puppet Master déclare que la copie ne produit pas l'individualité et la diversité, et que pour améliorer son existence et que la vie continue à se diversifier, elle doit parfois se sacrifier. Les cellules passent par un cycle de régénération et de dégénérescence. Quand les cellules disparaissent, elles effacent leur mémoire ne laissant derrière elles que des gènes et des mimiques. C'est un mécanisme de survie contre l'annihilation totale. Le Puppet Master, en tant que seule forme de vie informationnelle, est impuissant à créer la diversité, même s'il peut créer des copies. たった一種のウイルスによって全滅する可能性は否定できないし、
何よりコピーでは個性や多様性が生じないのだ。 Ils se sentent menacés par la possibilité de s'éteindre avec un seul virus. Ils proposent donc une fusion totale avec Motoko afin d'avoir une individualité et une diversité pour faire face à cette annihilation. Cela diffère de la reproduction au sens habituel du terme. Dans la reproduction, la spécificité des deux individus reste intacte et une nouvelle vie naît en tant que troisième entité. Alors que dans la fusion, les deux individus deviennent une nouvelle entité. Dans un sens, c'est la mort, car cela signifie qu'ils deviennent complètement différents les uns des autres, ce qui représente la perte de la spécificité et de la continuité de chaque ghost. Cette nostalgie de mort est un point commun entre les deux. Motoko avait quelque part dans son cœur un désir de mourir, une envie de réincarnation ou d'évolution. Le marionnettiste, quant à lui, cherchait une mortalité afin d'évoluer vers une forme de vie complète. Motoko souhaite des garanties quant à son identité, car même si elle fusionne, elle souhaite rester elle-même. Mais il n'y a aucune garantie à cela. Comme le dit le Puppet Master, les gens changent constamment et l'obsession de l'attachement de Motoko à vouloir rester elle-même continue de la contraindre. Se défaire de cet attachement et d'en accepter le changement, c'est évoluer et grandir. Lorsque Motoko lui demande pourquoi m'avoir choisi, le Puppet Master lui répond « Parce que nous sommes plus semblables que vous ne le pensez, comme une entité et une image imaginaire qui se font face à travers un miroir. » Motoko, qui doutait de son existence et ressentait ses propres limites, accepte la fusion avec le Puppet Master qui a répondu aux questions fondamentales qu'elle se posait et lui a offert la libération qu'elle souhaitait. Allongée sur le dos, elle abandonne ses restrictions. Ses cheveux vacillent, ses yeux s'élargissent. On a l'impression que sa conscience est en train d'être aspirée. Juste avant d'être abattue par les snipers de la section 6, elle aperçoit brièvement un ange, venant saluer sa mort en tant qu'être humain et bénir cette nouvelle entité issue de la fusion de l'homme et de la machine. Libérée de ses doutes et de ses contraintes, elle se laisse plonger dans le vaste monde du cyberespace à la recherche de nouvelles possibilités. « 20 heures plus tard, lorsque la vision de Kusanagi est restaurée, on nous montre l'intérieur de la planque personnelle de Bato. Une table et des étagères sont visibles. Sur le mur au fond de la pièce se trouve un miroir, dans lequel se reflète l'image d'une jeune fille. Motoko se réveille avec un nouveau corps prothétique que Bato a obtenu à la hâte sur le marché noir. Son cerveau y a été inséré et connecté, et sa conscience a également été restaurée. Son ancien corps prothétique a été retrouvé par les renforts de la section 9, et il a été déclaré officiellement qu'elle a été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Bato semblait avoir compris d'après leur conversation sur le yacht que Motoko souhaitait un tel dénouement final. Lorsque Bato lui dit qu'elle peut rester dans cette planque aussi longtemps qu'elle le souhaite, Motoko le remercie et lui dit qu'elle doit partir. ありがとう。でも行くわ。 À ce moment précis, la voix de la fille redevient la voix habituelle de Motoko. Il semble que l'entité née de la fusion entre le Puppet Master et Motoko possède les souvenirs de l'époque où elle était encore humaine. Bato, qui s'inquiète de l'échange qu'elle a eu avec le Puppet Master, lui demande si elle existe en elle. Ce que Motoko répond par « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mes sentiments, mes pensées étaient aussi ceux d'un enfant. Devenu adulte, je me suis séparé des manières enfantines. » ここには人形使いと呼ばれたプログラムも、少佐と呼ばれた女もいないわ。 En disant cela, elle signifie qu'elle a laissé son passé derrière elle et qu'elle avait grandi. Alors que Motoko est sur le point de partir, Bato lui remet les clés de voiture et le code 2501, qui servira de mot de passe quand ils se reverront un jour. L'histoire se termine par la célèbre phrase « Le cyberespace est vaste », faisant naître un sentiment d'anticipation et d'excitation pour toutes les possibilités infinies qu'offrira le futur des machines et de l'Internet à l'aube du nouveau siècle.